Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Philippe est dans le Bré. Je vous présente ce soir un agriculteur producteur de lait du 29, donc du Finistère, qui va prendre la parole et qui a des choses à nous dire. Moi, en introduction, je vous dirais juste que comme chaque semaine, vous m'appelez, il y a eu un- quelqu'un d'une quarantaine d'années qui s'est donné la mort dans le 22, qui avait 100 vaches laitières, et ça continue, ça continue, ça continue. Et parmi les rotos, ce qu'on appelle les rotos, les pivots qui traient les vaches, parmi les plus grands d'Europe, qui sont installés en France, certains s'arrêtent. Il y en a un, il s'est arrêté au mois de décembre en production laitière. Donc vous voyez qu'on est bien, bien loin des coûts de production. Pierrick, ici présent, va vous parler. Il connaît bien le Finistère. Il va vous parler de la production laitière et de ses solutions. À toi, Pierrick. Bonsoir tout le monde. On va commencer par une courbe. Donc Philippe va nous montrer une courbe. Alors c'est les joies du direct. Ouais, tu montes un peu Philippe et tu la... Ah bah écoute, c'est pas mal. Voilà, on va laisser l'image éclaircir. Ne bouge plus Philippe. Voilà. Je vous laisse le temps de regarder la courbe. Et en fait, cette courbe, ça part de 1970 où il y avait 31 000 fermes laitières dans le Finistère. C'est une courbe spécifique au Finistère. Et ça se prolonge jusqu'en 2050, 40-50. Vous voyez le bas de la courbe, où ça nous mène. Donc, je vous laisse un peu le temps de regarder. Alors, sur le côté, donc sur la droite de l'écran, on voit les effectifs des producteurs de lait dans le Finistère. J'insiste bien, c'est dans le Finistère. Donc, voilà, je pense que c'est bon, Philippe, tu peux descendre. Ouais, tu vois les nombres, tu peux commenter les nombres, 2 minutes, peut-être non. Alors, il faut savoir que la courbe, elle a été faite par Mathurin Péchet, qui est un documentariste. Et à partir de cette courbe, alors la courbe a été validée par la Grèce, du coup ça a été un peu corrigé, mais ça donne ça comme courbe. Alors, il est parti du constat du nombre de producteurs de lait qu'il y avait dans le Finistère en 1970. Et donc, il y avait 31 000 fermes laitières dans le Finistère. Et d'année en année, il a constaté qu'il y avait une baisse du nombre de producteurs. Donc, il a noté, il a relevé le nombre de producteurs et il en a fait une courbe avec une projection, une prospective, si on veut, à 2040-2050, si la baisse se poursuivait sur le même rythme. Voilà ce que ça donne comme courbe. Donc, on arrive à 2050, il n'y a plus de producteurs de lait dans le Finistère. Alors, Alors, voilà. sachant un mot, je te donne la parole, un mot, le Finistère n'est pas le pire des départements, bien sûr, parce que vous Et avez un non, climat avec la pluviométrie où vous êtes plutôt dans des régions où, entre guillemets, c'est plus facile de faire du lait que dans les régions sèches. Et ouais, quand on voit ça, on peut que s'inquiéter de l'esclavage moderne, où est-ce que ça nous conduit, hein. exactement. Donc, 31 000 fermes dans le Finistère en 1970, et en 2025, on est en dessous des 1900. Là, je pense qu'on est en dessous des 1900. Donc, ça fait une sacrée chute. Mais pour autant, la production laitière n'a pas énormément baissé. Et même par moment, je pense qu'elle a remonté. Là, je pense qu'elle descend. Parce que les gars sont un peu, comme tu dis souvent, Philippe, les gars sont un peu au bout de souffle et ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, je me suis amusé à discuter avec Mathurin. Alors, Mathurin Péchet, comme je disais, c'est un documentariste et il a fait un film que je recommande à tout le monde. C'est Le Dernier des Laitiers. Alors, Aurélie et moi, ma compagne, on apparaît dedans et notre copain Christian Asquette apparaît aussi. Donc, Christian, bonjour à Christian. ouais. Et donc, il est dedans aussi. Et donc, on a témoigné de l'état de l'agriculture. Alors, avec Mathurin, on s'est dit, ouais, mais vers où ça va nous mener toute cette affaire-là? Et en fait, on s'est aperçu que dans le Finistère, il y a 282 communes. Et donc, on va arriver, quand on regarde la courbe, on va arriver à 300 fermes laitières à peu près. À la louche, à peu près ça. 300 fermes laitières dans le Finistère. Et là, je me suis amusé à faire le calcul. Donc, ça fait une ferme laitière à peu près par commune. Donc, j'ai fait un petit calcul.
je me suis dit 300 fermes laitières. Et le calcul n'est pas anodin. J'ai fait 300 fermes laitières à 500 vaches, à 10 000 litres de lait. Hmm. J'ai pris des chiffres comme ça, hein. Oui, Et parce qu'il ne faut pas croire que la tendance est à la baisse par vache. Il y a encore des articles qui sortent très régulièrement, toutes les semaines, où faire toujours plus de lait par vache. Donc, j'avais pris ce calcul-là. 300 fermes laitières à 500 vaches à 10 000 litres de lait par vache par an. Et donc, on arrive à 1,5 milliard de litres de lait dans le Finistère. Et donc, ce qui va se passer dans le Finistère, tout le monde sera d'accord avec moi, ça va se produire aussi dans le Morbihan, dans les Côtes-d'Armor, dans l'Ille-et-Vilaine et au-delà. Mais si on prend les 4 départements bretons, on fait 4 fois 1,5 milliard de litres de lait et on arrive à 6 milliards de litres de lait. On est bien d'accord. Et là, je me suis dit, tiens, 6 milliards de litres de lait, c'est pas anodin ce chiffre. non? Ça m'a ramené à Vincent-le-Châtelier en 2014, lorsqu'il est venu à Quimper, en juillet 2014, il est venu à la Chambre d'agriculture du Finistère. Et là, il a fait son laïus en disant que la ferme de 50 vaches à 300 millilitres de lait, c'était terminé, qu'il fallait faire 2 fois plus de lait avec 2 fois moins de vaches. Donc, ça veut 2 fois plus de lait avec 2 fois moins de vaches. Ça veut dire qu'il fallait multiplier par 2 par individu, par 4 par individu. Donc, on arrive à ce raisonnement-là. Et pour lui, il avait fixé un objectif de, pour la Bretagne, 6 milliards de litres de lait. Tu vois, on retrouve ce chiffre. C'est C'est le la, même chiffre. c'est la raison pour laquelle les gros élevages, les plus grands rotos de France, ils arrêtent. La raison pour laquelle on voit des articles, et vous êtes nombreux à nous appeler, ils continuent de faire des articles en mettant en avant des gens qui soi-disant gagnent bien leur vie, c'est faux. C'est tout simplement pour entretenir la machine. Il faut faire Voilà, tourner tous nos partenaires. Et s'il n'y a plus de voilà. migrants, s'il n'y a plus de petits soldats, il n'y a plus d'ODE, il n'y a plus de chambre d'agriculture, il n'y a plus de GDS. Il n'y a plus de vétérinaires, il n'y a plus de marchands de matériel, il n'y a plus de marchands d'aliments, il n'y a plus de technico-commerciaux. Donc, il faut concentrer la production sur des petits soldats qui vont travailler beaucoup, surtout qui ne vont pas réfléchir. Il ne faut Ouais, surtout pas les instruire. Surtout pas les instruire. surtout pas. Surtout. Donc, ce que je dis, moi, c'est qu'une tendance, alors ça ne sera pas forcément totalement la réalité, Je suis mais on d'accord. va se rapprocher de là, en fait. Ah oui. Ah Alors, oui. on est en train, on peut me dire, ouais, mais non, non, on a trop besoin de nous. Moi, ça fait 15 ans que j'entends que je dénonce ce genre de truc, et ça fait 15 ans qu'on me dit, ah non, 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 c'est pas possible, ils ont trop besoin de nous. Et moi, je leur rétorque, ouais, bah, ils vont se gêner. Et quand on regarde la courbe, où on était en 1970 et où on est aujourd'hui, bah, je suis désolé, on est obligé de me donner raison sur ce coup-là. Donc, on va sur des grosses fermes. Alors, je pense aussi qu'il y aura des petites structures à côté qui vont Oui. sortir du système, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais on va avoir de très grosses fermes laitières. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, Donc, pour que les gens comprennent bien, un petit truc important à rajouter, pardon, c'est que ces fermes-là sont soutenues financièrement par les impôts des Français. C'est-à-dire que toutes les aides à l'installation, à la mécanisation, au phyto, tout ce qui va avec, il y a subvention. Il n'y aura pas de subvention pour les néo-ruraux qui vont venir faire des fromages et des yaourts. Les subventions, elles non, vont aller là. ouais. Ah, mais tout à fait. Et non seulement ils ont des subventions, mais ils ont aussi les crédits, les facilités de crédit. Mais c'est pas un cadeau qu'on leur fait en fin de compte, mais n'empêche que s'ils veulent une ouverture de crédit, il n'y a pas de souci. S'ils veulent un emprunt, il n'y a pas de souci. Et pareil pour les COP, si elles veulent les aider, elles approvisionnent et on met ça en dette et on verra après. On verra après. Oui. Est-ce que c'est en adéquation avec la politique des prix bas qu'on entend toujours, Pierrick? Ah, mais la politique des prix bas, bonne question. Parce qu'en fait, tous ces agrandissements, faut bien savoir que les agrandissements se font toujours par des prix bas. C'est le moins faible qui dévore le plus faible, jusqu'à ce qu'on devienne faible et qu'on soit même dévoré par un autre un peu plus fort ou un peu moins faible que soi-même. Donc c'est bien cette stratégie. La politique des prix bas, c'est une volonté. C'est pas une histoire de commerce ou autre. Ça, c'est du blablabla, hein. C'est vraiment une volonté d'éradication des paysans. C'est vraiment pour avoir déjà la matière première, comme ils appellent ça, à bas prix,
bah, tant qu'à faire, mais c'est une volonté d'éradication de la production, des producteurs. C'est un choix stratégique, avoir des prix bas pour des agrandissements. Ça, il faut bien se mettre dans le crâne, hein. Et alors Donc, la politique des prix bas colle de pair avec le reste de la filière qui prend sa marge. Plus ça bah, va partir bas le minerai, plus on peut s'engraisser sur la bête. oui, et je pense qu'il va y avoir une autre conséquence derrière tout ça, et on y reviendra à la fin. Tu me reposeras la question sur les prix bas, parce que j'ai un truc à te dire. Donc, et cette logique industrielle, on va dire, peut nous amener à avoir 10 à 15 000 fermes laitières en France. Ah oui. Et ça suffirait. Vous voyez un peu la chute que ça peut faire, mais on peut très bien avoir 10 à 15 000 fermes laitières en France et on peut couvrir nos besoins. C'est hallucinant. Et moi, je dis souvent, quand bien même il resterait une ferme laitière deux fermes laitières en France, je pense qu'il y aura encore une de trop encore. Ah oui. Donc, bah oui, en partant comme ça, donc on Oui, s'arrangerait pour qu'il et y en ait une qui bouffe l'autre. un modèle poussé comme ça à l'extrême, ça, d'ailleurs on le voit, ça arrive, hein. Ça arrive dans la viticulture, mais ça arrive dans les fermes laitières avec des travailleurs détachés exploités, avec des Ukrainiens, Exactement. pas des Ukrainiens, souvent maintenant c'est des Bulgares, mais autres, pour ne pas payer la main-d'œuvre. Ouais, exactement. Et donc, voilà, voilà où on en est. Et le pire, c'est quand on regarde la courbe, eh bien, on s'aperçoit que rien n'a été fait depuis 1970 pour stopper la chute, en dépit de tout ce qui a été dit. Malgré la Et PAC, malgré la PAC. malgré la PAC, bien sûr. Et en fait, rien n'a été fait pour stopper l'hémorragie. Christian Lambert, que tout le monde connaît, a été élu quand même président du CNJA, l'ancêtre des JA, et ouais, présidente sous le slogan Une installation pour un départ. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a continué à descendre. Mais le plus beau, donc elle n'a rien, et présidente de la FNSEA, elle n'a rien fait. Sinon, accompagner ce mouvement. Mais on va prendre un autre encore. Il y a eu Philippe Mangin, notre ami Philippe Mangin, qui disait, il y a 40 ans, il y a 40 ans, il disait, la France dégage d'excédents commerciaux 50 milliards de francs. On était en francs encore. Et à l'époque. Grâce à l'agriculture, on pourrait faire, on pourrait avoir le même résultat avec la moitié moins de paysans. Le problème de l'agriculture n'est pas économique, il est social. C'est fabuleux. Et tout le monde l'a applaudi. Tout le monde. Philippe Mais, Mangin, président de MC2, la coopérative là-bas dans l'Est, président d'Invivo, président avant de la coopération agricole, et puis j'en passe et des meilleurs, hein. oui. Et donc, quand il a dit ça, bah, de fait, il a mis à mort la moitié des paysans. Bien sûr. Et tout le monde a applaudi en se disant, moi, je vais rester. C'est mon voisin qui va dégager. Ah, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Jusqu'au jour où on devient le voisin de quelqu'un, quoi. Voilà. Et là, on se marre un peu. Puis moi, je vais me payer un gros tracteur Fenn. Voilà. Voilà. Et le jour où tu deviens le voisin de quelqu'un, tu te marres moins. C'est toi qui disparaît. Ah, mais ça n'a pas de sens. Mais Alors, c'est exactement ça. sachant que celui qui a pris ta place, si toi tu changes de métier, il est plus malheureux que toi. Ah, mais c'est toujours le même processus, c'est l'endettement et la politique des prix bas. Et le gars, comme tu dis, ça devient un esclave, hein. Donc, et rien n'a été fait. Et pourtant, tout le monde a applaudi, hein. Quelque part, on a été complice de ça. C'est incroyable quand même, hein. Mais on est tous responsables, moi je le dis Ah, souvent, hein. mais, Moi je suis ouais, responsable le premier, hein. Je le dis, hein. mais on a notre part de responsabilité, Bien hein. sûr. Donc, c'est complètement dingue. Là, je vais vous raconter. Donc, on voit que dans l'histoire, ce qui s'est passé, j'ai pris ces deux exemples-là. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On veut l'agrandissement des fermes, absolument, absolument. On veut industrialiser. Mais je vais prendre aussi un autre exemple. En... Et là, c'est assez surprenant, quoi. En 2014, j'étais à Brive-sur-Coblès, au-dessus de Rennes, à l'Assemblée générale de l'appli, et conjointement, il y avait l'Assemblée générale de l'EMB. Donc, après l'Assemblée générale de l'appli, on a vu les gens de l'EMB venir, les administrateurs, venir nous rejoindre. Moi, j'ai vu à un moment, il y avait un grand gaillard devant moi, un solide gaillard, c'était un Danois, Karsten Poulsen. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. On va discuter avec lui.
C'était l'occasion. Et donc, on commence à échanger avec Carstan. Donc, c'est Aurélie qui parle anglais, qui traduisait, parce que moi, je ne parle pas anglais. Et donc, Carstan nous présente. Donc, aujourd'hui, Carstan Poulsen, je crois qu'il est, je ne sais pas s'il est toujours président de l'EMB, mais il a été, ou il est peut-être encore président de l'EMB. Non, Donc, il doit être dans le l'European bureau. Milk Alors, Board. l'OMB, pour les téléspectateurs, c'est la structure européenne qu'on a où on est regroupé entre nous, les agriculteurs, pour demander un autre modèle agricole. Voilà. Donc, on demande la régulation et des OP transversales. Donc, Karsten Poulsen, producteur de lait danois, il avait 850 vaches, 1200 hectares, et il avait 12,5 millions d'euros de dettes. Et je parle du capital, je ne parle même pas des intérêts. Je redis 12,5 millions d'euros de dettes. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait mon calcul, et il était à 14 700 euros de dette par vache de capital. Et il me dit, et je suis un des plus bas du pays. Oui, Vous vous rendez compte? oui, Oui, parce que le pays était déjà 20 000 euros. Là, je lui dis à Cacheton, oui, mais la dette, à un moment donné, il va falloir la rembourser. Il fait, oui, mais comment ça va se faire? Comment? Parce que moi, je ne connais pas une vache qui est capable de payer 14 700 euros de dette. J'en connais pas. Et sans les intérêts, hein. Je précise bien, sans les intérêts. Donc, c'est un truc phénoménal. Et il me dit, il me regarde et il me dit, soit elle sera annulée, soit elle sera partiellement annulée, soit elle sera déplacée, ou soit, j'en sais rien, qui me dit. La seule certitude que j'ai, c'est que c'est pas moi qui l'a paierai. oui. Ah oui. Et en fait, ils ont créé une bulle financière qui, à tout moment, peut exploser. Donc, je pose la question, mais Carstan, comment est-ce qu'on est arrivé à ce système débile, en fait, de 14 000 euros de dette par vache, 14, 15 000, 20 000 même, en fait. Ils sont. Et il me dit, en fait, ben, on a voulu encourager, soutenir les industriels pour l'exportation. Donc, ils ont injecté du pognon, subventionné, enfin, ils ont mis l'agriculture sous perfusion. Et ça continue, hein. Donc, dans les années 90, on leur a dit, mais on leur a dit comme ça, hein, vous vous agrandissez ou vous dégagez. Oui. On leur a pas dit, ah, mais c'est comme ça que ça a été dit. C'est pas du genre, écoutez, si vous avez une opportunité d'agrandissement, il serait pas idiot de négocier. Non, 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 ça n'a pas été dit comme ça. Ça a été, vous vous agrandissez ou vous dégagez. Donc, tact. Voilà où ils en sont aujourd'hui. C'est ce que je reproche aux instances européennes et à la FNSEA, au COPA-COGECA, à la FNSEA, c'est qu'ils nous ont entraînés vers un modèle, alors qu'il y avait plusieurs modèles. Et une Mais bien précision sûr. empirique que tu n'as pas donnée, le gars, il t'a pas dit qu'il se prélevait 4 000 € par mois. Ah non, en fait, ils prélevaient ce qu'on lui laissait, en fait, hein. Donc ça, Et je donc lui ça dis, veut dire qu'il avait même pas le SMIC. il prenait ce qu'on veut lui bien. Mais je n'ai pas expliqué non plus comment il s'est retrouvé à 850 hectares, parce que ça, c'était intéressant. Il était, à un moment donné, il avait 400 hectares, et la banque, un matin, vient le voir. Donc, il était déjà endetté, et la banque, hein, vient le voir et lui dit, Cachetan, tu vas prendre la ferme d'Olsen. Et là, il me dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. C'est mon copain, en plus, je ne peux pas prendre la ferme d'Olsen. Non, non, c'est plus. Non, non, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Le banquier lui dit carrément, en le regardant droit dans les yeux, écoute, Cachetan, si tu ne prends pas, demain, je vais aller voir l'autre voisin un peu plus loin et lui il dira oui. Et la prochaine fois, c'est toi qui dégages. Le banquier fait demi-tour, il fait 10-15 pas, il s'arrête, il refait demi-tour vers Cachetan et il lui dit, tu fais quoi, Cachetan? Ouais, mais j'ai des emprunts, tu comprends? Demain matin, 10 heures à la banque. Là, maintenant, tu prends ta bagnole et tu vas prendre sa place. Tu, il faut s'imaginer la violence du procédé. C'est d'une violence inouïe de procéder comme ça. Et les banques les incitent à s'endetter pour être au service de l'industrie agroalimentaire danoise, ou française, ou hollandaise. Ou hollandaise. Mais c'est inouï de Et subir ça. ça, par contre, il faut préciser que c'est une politique générale en lien avec les chefs d'État et de gouvernement. C'est une Ouais, volonté des gouvernements, pas de exact. Macron, des gouvernements. Exactement. Mais c'est une volonté. Mais je crois qu'on répétera jamais assez. C'est voulu, c'est choisi, c'est Ah bah, une bien sûr. volonté, c'est une détermination. Ils veulent ça. Il faut arrêter de croire aux petits papillons et aux petits oiseaux.
C'est ça qu'ils veulent. Alors qu'au même moment, en France, en 2014, l'endettement par vache était de 4 000 euros, à peu près par vache. Eux, ils étaient à 20 000. Moi, dans ma petite tête, je me disais, bah, on devrait tout faire pour ramener l'endettement des Danois ou des Hollandais, qui sont à 18 000 euros aussi, à 4 000 quand même. Il faut qu'ils retrouvent une sérénité. Et non, nos amis les économistes, ces grands économistes que je maudis, j'ai envie de les étriper quand je les vois, qui nous disent à ce moment-là, vous vous rendez compte, les Pays-Bas sont à 18 000 euros par vache, les Danois sont à 20 000 euros et la France n'est qu'à 4 000. Vous voyez le potentiel d'investissement que vous avez, Mais mais tu vois, c'est ça horrible. correspond tes chiffres avec les chiffres que j'ai de l'INSEE et les différents instituts de statistiques. Parce que pour 100 vaches, ça fait 400 000. Ben oui, À toi, pour un troupeau de 60 vaches laitières, si fois 4, 24, il y a un endettement moyen de 250 000 euros. Tu vois, regarde, à une virgule ouais, près, on est dedans. on est dedans. Mais tu vois, mais c'est complètement dingue, quoi. Et donc, et moi, je suis affolé de voir ça, quoi. Ah Et oui. donc, on en est là, quoi. Donc, et tout ça pour dire que rien, mais rien n'a été fait pour changer la courbe, en fait, pour faire remonter la courbe. Mais non, l'installation des jeunes, mais surtout que dans le même moment, au même moment où on fait fuir les paysans, où on empêche les jeunes de s'installer, les jeunes paysans, les enfants de paysans, évidemment, qui ne veulent pas s'installer dans des conditions comme ça, où ils sont en train de tout perdre. On est en train de faire venir des néo-ruraux, quand même, parce qu'ils seront plus malléables, parce ils n'ont pas cette culture paysanne qu'on a, ils n'ont pas le recul des parents et des grands-parents, ils n'ont pas ça. Donc, ils vont être malléables. Et on va pouvoir, les techniques, les machines, on va pouvoir leur coller. Ben oui, ils savent pas. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Oui. Et c'est pas une critique, hein, c'est juste qu'il y a une transition qui se fait pas. Et souvent, moi, je le dis, cette transition-là, si elle se fait pas, ben, on va perdre cette liberté, cette indépendance. Et c'est très Et c'est difficile exactement, c'est très difficile de percer la vérité dans le monde agricole. Les journalistes, beaucoup se sont cassés les dents. Parce qu'en fait, on parle avec nos tripes. C'est des métiers oui, passion. Et quand ça ouais, fonctionne pas, on dit qu'on est heureux dans notre métier. Parce qu'en fait, c'est un mode de vie. Mais on parle avec nos tripes, notre passion, mais on parle jamais de revenus. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, on va arriver, donc faut être clairvoyant. On est en train de se faire laminer, on est en train de se faire dégommer. Et la courbe, bah, tu peux la remonter, remontrer éventuellement, Philippe, hein, parce que faut que les gens impriment ça, comprennent ça. C'est bon. C'est voilà, un peu plus haut, vas-y, un peu plus haut encore, Philippe. Ouais, voilà. Donc, cette courbe, c'est une tendance, mais n'empêche elle se maintient et il n'y a rien qui est fait. Voilà, Et là, on parle que voilà, du impeccable. Finistère, hein. Là, tu as parlé du Finistère, c'est pas le pire des départements. Oui, T'es oui, bien, c'est pas le pire du département. t'es bien pire ailleurs. Ah, mais c'est bien pire, c'est exactement la même tendance partout, donc il faut pas se faire d'illusions. Et donc, c'est ce qu'ils veulent. Alors, tout ça, ça nous amène à la financiarisation de l'agriculture, parce que bah, on en parle assez régulièrement. Toi, tu en parles très régulièrement dans les vidéos. Politique des prix bas, quelles sont les solutions? Comment tu vois l'avenir de l'agriculture française et européenne? Proposition Bon, qu'on fait ouais, bah, souvent. Mais bon. ouais, ouais. Bah, de toute façon, si on continue dans ce système-là, moi, je pense que l'agriculture française, pas seulement le lait, hein, l'agriculture française sera une agriculture moléculaire. C'est-à-dire que on va servir à, comment dirais-je, à alimenter les industries agroalimentaires pour faire du cracking. Alors, le cracking, ça sert, c'est-à-dire qu'on explose, pour le lait, on explose le lait, on segmente le lait par catégorie de molécules. Aujourd'hui, on arrive à extraire au moins 2 000 molécules différentes qui servent à faire des médicaments, des vêtements, des acides des bagnoles, améliorer les papiers. Dans le pinard, on trouve aussi des produits du lait. Donc, ça sert à faire tout ça. Et là, les industriels, ils se font de la marge. Euh, par exemple, les céréales. Pareil, les céréales sont traquées. Ça sert à faire des balles de ping-pong, par exemple. Tu vois, et ça rapporte de l'argent. Ben, c'est comme ça que c'est fait. Je dirais qu'à la limite, pourquoi pas? Puisque ça a été financé, ces recherches, ce cracking ont été financées par
l'argent des agriculteurs Et via les et des coopératives, hein. contribuables, parce que c'est subventionné. Ouais, donc, mais on n'a jamais aucun retour sur Ah investissement. ben non. Et, eh ben non, évidemment. Donc là, on se fait arnaquer. Mais le consommateur qui pense acheter du bon lait, eh ben, il se fait arnaquer aussi. Parce qu'il n'achète pas du lait. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont craqué le lait, qu'ils ont enlevé toutes les 2000 molécules qu'ils voulaient avoir, qu'est-ce qu'ils en font? Ce qui reste, cette espèce je ne sais pas, je ne suis pas apprécié du lait, ben, ils compensent. Donc, on rajoute dedans de la matière grasse, on rajoute des vitamines de synthèse, on rajoute des protéines de synthèse, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Et puis, ils vendent ça sous l'étiquette lait, hein. Et là, sur le côté de la brique, vous pouvez regarder, hein, la composition en calcium, lipides, glucides, hop, c'est respecté à la virgule près. Il n'y a pas de problème. Mais on ne vous dit pas avec quoi, en fait. Et ouais. Et donc, parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux de vendre des produits élaborés, genre les barres énergétiques. C'est beaucoup plus rentable de vendre une barre énergétique que de nourrir les gens sainement. Tu vois où on arrive? On en est là. On en est là. Donc, l'agriculture française et européenne, principalement, va servir à ça, à ce cracking pour tout, hein. Ils sont en train de tout déconstruire. Et la France est très pointue et très en avance là-dessus, pour savoir ce cracking. Donc, ça va servir à ça. Et vous allez me dire, mais la nourriture, ben, on a le libre-échange. Et on va faire venir la bouffe de l'extérieur à bas prix. Et ils vont encore faire du commerce avec ça. Et donc, le cracking du lait consiste à segmenter le lait, molécule par molécule, enfin, catégorie de molécules par catégorie de molécules. Ensuite, ils extraient tout ça et ils les revendent. Alors, ça sert à quoi ces molécules? Ça sert à faire des médicaments, ça sert à faire des compléments alimentaires, ça sert à faire des cols, améliorer la qualité des papiers, ça sert à améliorer, ben, dans le vin, on trouve ça, les aciers des voitures et tout un tas de choses comme ça. Et ça se vend très cher. Je, le sel de lait, par exemple, qui sert à faire des médicaments, eh ben, ça se vend à plus de 10 000 € la tonne. Oui. Donc, oui, et certains produits vont jusqu'à 15 000, voire 20 000 € la tonne. Une fois qu'ils ont sorti ces 2000 sortes de molécules, avec ce qui leur reste, ils compensent. Oui. Ils compensent avec des minéraux de synthèse, des vitamines de synthèse, des matières grasses végétales, etc. Donc, ce qui fait que sur la brique de lait, effectivement, la composition, matières grasses, comment dire, calcium, lipides, glucides, etc., et minéraux, c'est bien respecté, mais ils ne disent pas avec quoi, ni comment. Mais la composition est respectée. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, du coup, c'est plus du lait. Ça, je ne sais pas trop quoi, mais c'est plus du lait, en fait. Donc, il y a une double arnaque. Il y a le consommateur qui pense acheter du lait. Alors, moi, je donne un conseil, évitez absolument les laits de premier prix. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais surtout les laits de premier prix à fuir. Et donc, le consommateur pensant à acheter du lait, ben, il n'achète pas du lait. Il achète un liquide blanc qui a du goût, ouais, bref. Et le paysan, lui, se fait avoir. Parce qu'en fait, toute cette valorisation, au départ, c'est lui qui a financé. Et donc, ils ont mis de l'argent sur la table et il n'a jamais aucun retour sur investissement. Contrairement à la finance, quand ils mettent de l'argent, avant de mettre de l'argent, ils savent déjà combien ils vont récupérer. Tout à Nous, fait. on met de l'argent sur la table, on nous fait des promesses qui sont jamais tenues. Il ne faut pas oublier le vieil adage, les promesses n'engagent que ceux qui veulent y croire, hein. Et bien pour ça, pour l'agriculture, là encore, on s'est fait rétamer encore là-dessus. Oui, puis Donc, il y en a qui racontent des belles histoires, comme c'est qui le patron, lui, il sait faire. Il va jamais traiter voilà, de vache et il fait croire au consommateur qu'il va aider les paysans. ouais, exactement. Mais voilà. Donc, donc l'agriculture française va venir là-dessus, et s'il y a plus que 10 ou 15 000 fermes laitières, Ah oui, des oui. grosses fermes, ben, ça servira à ça, faut pas s'illusion. Et quant à la nourriture, on va me dire, mais la nourriture, comment que ben, la nourriture, ben, le libre-échange, il va servir à ça. Donc, deuxième source de bénéfices pour les industriels, ils vont faire venir de la nourriture un peu partout dans le monde. On va être nourri, mal nourri, hein, faut pas s'en illusion, hein. Mais on va être nourri, on va remplir les estomacs. Voilà. Ils vont faire du profit sur cette part d'alimentation. Deuxième source donc de profit. Et puis, tout le monde sera content. Voilà. Mais bon, et puis après, comme on sera mal nourri, on sera malade, ce sont les mêmes qui vont nous fournir des médicaments encore en plus.
la les vie est mêmes, belle. les Donc, mêmes actionnaires. voilà. L'agriculture est une monnaie d'échange. Maintenant, il existe déjà des formules où on peut commander un repas copieux le midi qui va être fait souvent à base de végétal, du lundi au samedi, je crois. On peut aller chercher et ça va être des prix défiant toute concurrence. Ouais. Hein. Mais moi, je dis toujours, quand on commence à tirer sur les prix, c'est qu'on tire quelque part sur, on tire sur les salaires ou on tire sur la qualité. Faut Ah pas se oui. faire d'illusions, hein. Euh, Ça, moi, ça va aussi, notre discours, les salariés peuvent s'inquiéter. Parce que ça veut dire qu'on voudra des salariés pauvres. oui, on est dans une logique de paupérisation de la population. Parce que de toute façon, les pauvres, ils vont se taire, ils vont s'écraser, ils vont se battre pour essayer de monter un peu plus haut, sortir de leur catégorie, sortir de leur quotidien. Donc, ils vont se battre, mais ils vont se, bah, j'allais dire se prostituer, quoi. Ils vont Oui, se devenir esclaves pour espérer changer de catégorie. Mais espérer. c'est faux. Juste espérer. Et donc, ils vont tout donner pour essayer de sortir de leurs conditions. Mais c'est un leurre, hein, en fait, hein. C'est un leurre. On va les maintenir volontairement dans cette situation-là pour qu'ils continuent de travailler, travailler. En fait, c'est ce qu'on a subi, nous, notre génération de paysans, c'est ce qu'on a subi. On a agrandi. La productivité en agriculture, on l'a gagnée sur tous les plans. Par individu, par hectare, par vache, par tout ce que tu veux, tout, tout, tout. Et on s'est appauvri. Donc, cette histoire de productivité, il faut arrêter de la sortir. C'est du flan, c'est du mensonge, c'est récupéré par les autres après nous. Donc voilà. Globalement, on a baissé la charge physique, c'est moins dur physiquement, enfin il y a plus d'animaux Oui, à surveiller, mais le travail est même moins manuel, mais on a augmenté la charge mentale. Il y a une pression terrible sur les agriculteurs et les agricultrices puisqu'il n'y a pas de revenus. Il y a un bah, bien endettement sûr. important avec beaucoup d'animaux, des concentrations d'animaux, des concentrations de maladies, parce qu'on a concentré. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il n'y a plus le. Mais on, on a moins. Physiquement, c'est sûr qu'on a gagné, Oui. mais avec les emprunts, mais on n'a jamais. Enfin, nos parents n'ont jamais été aussi endettés que nous, Ah on a non. été. Mais nous, on n'a jamais été aussi endettés que les jeunes qui arrivent le sont déjà. Ah ben, ça va être pire que nous si on reste dans le Ben même. oui, exactement. Et les gars, quand ils démarrent déjà avec des 500, des 800, des 1 million d'euros sur le dos. 1 million d'euros. Oui. Waouh! Ben, bon, moi, je ne fais pas Un, d'illusions, ils paieront un jamais ça. million d'euros avec 1 million d'euros avec pas d'arrêt maladie. Ouais, Avec 30 ben, euros par jour si on a un accident ou une maladie grave. 30 euros par jour. Il faut que les gens se rendent compte. Un chef mais c'est, d'entreprise, 30 euros par jour. Les vrais chefs d'entreprise, ils ont l'assurance l'homme clé, hein, qui permet de oui, remplacer le chef d'entreprise par plusieurs salariés ou un gérant ou plusieurs gérants, si besoin. Nous, rien, rien, absolument rien. Et avec du rien. vivant, avec du vivant. Oui, 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 C'est un truc de fou. De toute c'est, façon, quand on y réfléchit, c'est vraiment le capitalisme de l'esclavage moderne. ah ouais, mais c'est ce que j'expliquais dans l'article sur le libre-échange. Quand Catherine Forester parlait Viviane Forester parlait de l'horreur économique, ben Oui. on y est dedans, hein. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Emmanuel Todd, C'est horrible. avec qui on travaille, qui explique souvent que dans aucun pays, le libre-échange, ça a bien fini. Partout où le Non, libre-échange a été développé, s'il est développé sur une toute petite période pour permettre à des pays de s'émanciper, ça les sort un peu au départ, mais si ça reste comme modèle, c'est le fiasco. et on est dedans. Ah bah Au oui. contraire, on est pire que jamais. Ça n'arrête pas de signer, donc Oui, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Et ça va alors, mal se donc, terminer, dans ça les fait. propositions, tu ferais quoi, Pierrick, comme proposition? Alors, évidemment, dans les solutions, il y a la vente directe, pourquoi pas. Oui. Mais ça va rester une niche, faut pas se faire d'illusions. Ça va rester à la marge, parce que faut pas se faire d'illusions, les gens vont pas passer leur week-end à parcourir la campagne, à faire 2 heures de route pour aller, euh, pour aller acheter un poulet ou acheter. Non, 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 non. Ça restera local. Ou là, mais il y a moyen de faire mieux en s'organisant, en se regroupant. Il y a moyen de Et faire un peu mieux, oui. et je pense que le PAT est une solution aussi, à Oui. condition, à condition qu'on se prenne par la main, et qu'on fasse le boulot et qu'on ne laisse pas les industriels rentrer là-dedans. Parce que si les industriels mettent les pieds dedans, c'est foutu. Ah bah c'est Déjà, ça foutu. c'est bon.
De toute façon, Ah si ouais, les ouais. industriels viennent, c'est plus un PAT qui fonctionne. Parce que Non, la facture, faut qu'elle reste à l'agriculteur. ouais, Si tout à l'industriel ou fait. la coopérative vient, on n'a plus la facture. Donc, de Non, facto, c'est mort. Donc, ouais, tout à fait. Les PAT, oui, c'est une solution. Ça va dépendre de la volonté des gens sur le terrain, des agriculteurs, les nourriciers, et ça va Oui, dépendre des élus. Il y a des élus qui vont jouer le jeu, et puis il y en a d'autres, ça sera une catastrophe. c'est Et une ça, catastrophe. bon, c'est les relations humaines. Ouais, tout à fait. Et donc, tout ça, mais ça passe aussi. Alors, on va rabâcher, parce qu'on dit toujours la même chose, mais ça passe forcément par une réorganisation de l'agriculture. Et il va falloir absolument qu'on s'organise, qu'on mette des organisations transversales de production, par catégorie de production, donc pour se regrouper. Après tout, il y a pas de raison. Moi, je pense qu'en France, une seule organisation de producteurs de lait, ça doit suffire. Pareil en porc, pareil en céréales, et là, on peut commencer à discuter. L'autre piste que je vois, alors on va peut-être me traiter de naïf, sûrement, je pense à la grande distribution. Oui, Parce que nous, on va disparaître. Si ça continue comme ça, on va disparaître. C'est-à-dire la partie production va disparaître et va être absorbée par l'agro-industrie. On est bien d'accord. oui, Et donc, il va y avoir une bataille, à mon avis, il va y avoir une bataille entre la distribution et les agro-industriels. oui. La finance met son pognon aujourd'hui dans les agro-industriels, pas dans la distribution. Ils se débrouillent tout seuls. Et je pense qu'à terme, la grande distribution va disparaître. S'ils continuent dans ce schéma-là de prix bas et jouer en solo, ils vont disparaître. Soit, donc c'est là qu'on va dire, on va crier au naïf, mais bon, l'appli, on dit souvent, les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Donc, on peut imaginer une union entre les organisations de producteurs, donc de paysans, Oui. et la grande distribution en direct. On peut imaginer ça. En fait, c'est donnant-donnant, hein. Vous nous sauvez, on vous sauvera. Oui, parce que l'agroalimentaire, à travers les bras, par exemple, d'Invivo, ont essayé de racheter les chaînes de magasins Casino. Donc, eux, comme ils sont à la source de la production dans tous les domaines, hein, lapin, canard et tout, eux, ils Voilà, ont la partie vente, distribution qu'ils n'ont pas. S'il arrive à noyauter ce maillon-là, ils partent de la parcelle, du champ, jusqu'à la bouche de l'assiette du consommateur. Ils contrôlent exactement. l'ensemble de la chaîne. S'ils font Exactement. sauter demain la grande distribution, ils contrôlent l'ensemble de la chaîne. Exactement. Donc, moi, ce que je propose, c'est une union C'est pas idiot hein, ce que tu dis, Eric. entre la grande distribution et les producteurs. Mais ça passe par des organisations de producteurs, évidemment. Ah ben Ça passe indépendante. par Il faut qu'elle soit indépendante de syndicats, indépendant. comme Et on on l'a fait discute. quand on s'est connus à l'appli. Oui, oui, tout à fait. Et ça passe par ça. Et alors, c'est, on va dire tout ce qu'on veut, c'est naïf, mais il y a une porte de sortie. Là, si, mais bon, après, il faut que la grande distribution ouvre les yeux. Est-ce qu'ils seront suffisamment lucides et intelligents pour comprendre ça? Là, j'ai des doutes. Alors, il y aurait des gagnants. Il y aurait les producteurs seraient rémunérés. On aurait Oui, des produits sains de qualité toute l'année via les PAT et la grande distribution. Donc, oui, produits de qualité, la santé. Le consommateur pourrait éventuellement payer, je dirais, pas plus cher, voire moins cher, si on rétablit la chaîne de valeur. On pourrait même, dans la provocation, permettre aux consommateurs de payer moins cher. Mais il faut oui, répartir la chaîne de valeur. c'est tout. C'est ça. Donc là, je pense qu'il y a une vraie porte de. Réellement, il y a une vraie porte de sortie. Maintenant, est-ce qu'ils vont crocher dedans ou est-ce qu'ils vont accepter de jouer le jeu? Ça, c'est la question, en fait. Mais à mon avis, ils n'ont pas d'autres solutions. Soit ils s'unissent à nous avant qu'on disparaisse, donc ça va être, il faut que ce soit rapide, hein. Mais c'est des choses qu'ils savent faire, ces gens-là. Ils ont assez de pouvoir aujourd'hui pour imposer des choses. Soit ils ne font rien et à terme, ils vont disparaître. Oui, parce que c'est pas les opérations comme Karine Le Marchand ou afficher un paysan dans le magasin qui vend deux vaches dans l'année. Là, on est dans la com, on est dans le spectacle. Là. Ouais, c'est gentil, mais bon, ça s'arrête là, quoi.
Ça s'arrête là. Et Donc voilà. les enjeux des coûts de production, comme on le dit hein, souvent, Pierrick, on ne sait même plus le prix qu'il faut en conventionnel aujourd'hui. Parce Non, qu'aujourd'hui, à non, 65 centimes départ ferme, on n'est pas assez cher. mais non, de toute Moi, je façon, parlais de 65, mais je suis plus dans le coup. non, non. Ah non. De toute façon, comme tu dis, 80% des paysans gagnent moins que le revenu médian. 1907 euros, c'est ça, hein? Et ben voilà, tu as compris. Et ça, je parle, quand on parle de 1907 euros, c'est pour la partie haute des 80%, hein. Le SMIC brut, oui. Hein? C'est la partie haute des 80%. Ça veut dire qu'en dessous, il y a des gens qui sont à 1500, 1400, 1000, voire en dessous. Et dans ces 80%, il y a quand même 30% qui sont en dessous du RSA. Ces gens-là, il ferait mieux d'arrêter de travailler, de produire et aller au RSA. Ils gagneraient encore plus d'argent et ils seraient tranquilles. Alors, il continue parce que c'est un mode de vie, c'est la ferme des parents. Et C'est voilà. c'est le mot passion, beaucoup l'avaient sous-estimé, mais les gens font ça parce que c'est un mode de vie. Et oui, ben, nous, on le comprend. Oui, On bah, le nous on le comprend. comprend parce qu'on est dedans. Ouais, voilà. De toute façon, pour en parler, il faut le vivre. Ouais, il faut le vivre. Ouais. Ouais, ouais. Quand tu as fait que même que passer ou quand tu vois mes grands-parents avaient une ferme, On est, ouais, on essaye de ouais, se mettre, des fois, d'aider les gens, se mettre dans la peau des gens, mais quand on n'a pas vécu leur histoire, on ne peut pas les juger parce qu'il faut être passé par là pour en parler. ouais, exactement. Ah oui, oui. Ouais. Et Donc donc, voilà, voilà. Voilà, donc ton mot de conclusion, c'était celui-là. c'est ça. C'est parler de la grande distribution. J'essaie d'être positif et je pense que Trouver un accord organisation de producteurs indépendantes, sortir des organisations FNSEA telles qu'elles sont aujourd'hui, puisqu'elles chapeautent toute bah, c'est la l'interprofession, contractualisation, hein. organisation de producteurs indépendantes, un travail avec la grande distribution et les PAT. Les PAT, ça n'empêche pas, parce que le PAT, c'est sur les territoires. Ça n'a rien à Bien voir sûr. avec la grande distribution. Les Non, deux non. peuvent fonctionner, parce que de toute façon, Oui. tout le monde ne reviendra pas en local. Non, non. Donc, Non, il non, faut non, les non, mais deux. il faut les deux. Faut les deux. Mais pour pouvoir mettre ça en place, il y a un préalable absolument, hein. Et c'est indispensable. C'est faire sauter la loi, la LMA 2010. La LME. LMA, la loi LMA, de pardon. mort sur la contractualisation. Donc, il faut absolument faire sauter cette loi. Mais nous, en tant que paysans, on ne pourra pas le faire. Par contre, la distribution peut nous aider Oui. avec le poids qu'elle a. Parce que c'est une loi qui est d'une injustice sans nom. C'est incroyable. On n'a aucun prix garanti, on n'a rien, on est complètement soumis à l'industriel. Donc ça passera par là. Si on veut retrouver de la liberté, pour mettre en place des organisations transversales de production, il faut faire sauter la loi, la LMA 2010. C'est absolument indispensable. Et après, on reparle d'organisation transversale et de contractualisation. Mais ce débat saine, pas. Et ça passera par ça. Donc voilà, c'était l'idée du jour et ma proposition. Eh ben, écoute, merci Pierrick. Quand on échange avec d'autres personnes, d'autres économistes dans d'autres milieux, autres qu'agricoles, ce qui les choque en premier, c'est le fait qu'on n'ait pas la main, que comme tu le dis, on ne facture pas nous-mêmes. Le maître mot, c'est reprendre sa facture. Soit en Ouais, direct, soit à travers un PAT, c'est l'agriculteur qui facture à la collectivité, à la cantine, au cuisinier, à qui on veut, hein. Et les organisations de producteurs, comme au Canada, c'est bien l'agriculteur qui fait sa facture. Dans les autres secteurs d'activité, ça les a énormément choqués. Les deux maîtres mots, facturation, gestion des volumes. S'il n'y a pas de gestion des volumes, c'est même pas la peine de commencer à entreprendre quoi que ce soit. C'est non, même pas la peine d'aller plus loin. On non. l'oublie dans la gestion des volumes. Mais on peut rien faire sans une gestion des volumes. Mais non, évidemment. En plus, non, 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 c'est pas possible. Non, non. On a affaire à des gens qui provoquent des surproductions pour faire chuter les prix et qui provoquent après des pénuries pour faire remonter les cours quand ça les arrange. Mais il faut arrêter, quoi. Et là, l'offre et la demande. Mais c'est un non-sens, ça n'existe pas, ça. Non, Donc, on peut le démontrer très facilement avec le mouton, hein, parce que normalement, ce qui est rare est cher. Et le mouton, on va arriver à 60% d'importation. Et moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit, il y a 25 ans,
que le mouton, comme il allait en avoir de moins en moins, les gars allaient faire fortune en mouton, que le mouton il serait multiplié par 3 le prix. Ça date des années 80, cette citation-là. Je me rappelle bien de cette personne qui m'avait dit ça. Je voudrais bien le revoir aujourd'hui. Ce Ouais, qui est rare et cher à condition qu'il n'y ait pas de situation d'oligopole. Quand il y a un ou deux acteurs sur le marché, ce qui est rare n'est pas cher. Lui, il fait son business. ouais, c'est ça. Et voilà. Donc voilà les mots de conclusion. Donc on vous invite avec Pierrick à lire le livre Le sens du bétail d'Ulysse Thévenon, où notamment dedans, vous verrez Bigard revend des morceaux à 150 000 euros le kilo. Je vous ai bien dit 150 000 euros le kilo. C'est dans le livre. Il a fait un travail extraordinaire. On peut aussi parler de Silence dans les champs, hein, Oui, hein, oui, qui oui, est oui. Et je trouve qu'il a été, Nicolas Legendre, d'ailleurs, je le lui ai dit, il a été particulièrement courageux d'affronter frontalement la ouais. FNSEA. Particulièrement courageux. Et puis Inès Léraud. Mais oui, elle aussi, évidemment, Et tout le puis il y a, travail il y a qu'elle a. Large Morgan aussi. Oui, oui, mais ce sont des gens qui sont particulièrement courageux et qui mettent leur vie en jeu pour certains, hein, surtout pour certaines, quand Oui, même. oui. Et faut pas l'oublier, pour faire éclater une vérité, et c'est très, très compliqué. Donc, là, moi, je dis chapeau bas. Chapeau. Et ah ouais, 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 Et puis franchement, on a aussi des gens, des consommateurs, des gens qui ne sont pas agriculteurs, des SOS mers, qui oui, s'engagent aussi, qui prennent aussi des risques à travers leur mais boulot. ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent conscience, et c'est là qu'il faut garder l'espoir. Tu vois, on n'est pas tout seul en fin de compte. Non. On est et quand je parlais tout à l'heure de la grande distribution, je pense que si on est capable d'instaurer un dialogue avec eux, ils peuvent comprendre ça. Ils peuvent comprendre ce débat-là. Ben, Non, la ce qu'ils carte vont peut être. se jouer à condition qu'ils ne raisonnent pas qu'en économie et qu'ils tirent toutes les couvertures à eux. Alors, ils peuvent raisonner en économie, mais il faut qu'il y ait une économie pas à l'instant T, présent. Il faut qu'il y ait une vision un peu globale. Tu vois, en se disant, bah, on œuvre pour le bien de la collectivité, on œuvre pour tout le monde, pour notre survie, mais il faut pas qu'ils aient honte de ça. Ils ont le droit de gagner de l'argent, mais il faut qu'ils partagent, il faut qu'il y ait un partage. Enfin, c'est un changement de société, hein, carrément, hein. Mais De toute façon, s'il n'y a pas de partage, on le voit bien maintenant, il y a des ruptures. Il y a des gens maintenant qui peuvent plus se loger. Ils vont loger dans des camping-cars ou dans des mobil-homes. Il va y avoir une rupture de la société, d'une partie de la population. Donc cette rupture, ça ne sera pas des consommateurs. Ils vont non. se débrouiller par d'autres moyens. Ben, moi, quand j'entendais Michel Chanu qui est intervenu avec toi, qui disait qu'il ne pouvait plus, qu'il se chauffait pas l'hiver, ah, ben, Oui, oui, et c'est pas le seul, hein. il y a beaucoup de gens qui se chauffent plus l'hiver. Il y a des Ben, gens tiens, qui n'ont plus qu'un et, repas. Et on n'en parle pas. Et ceux qui dorment dans les voitures, et on n'en parle pas. Mais tu as beaucoup de gens à qui ça arrive. Donc, et bon sang, et ben, évidemment, il faut réagir. Il faut absolument réagir. Donc pour conclure, hein, on le dit souvent, mais les maîtres mots, c'est répartition, gestion des volumes. Le progrès est beau s'il est partagé par tous. Oui. Que Mais oui, bien sûr. quelqu'un qui gagne plus d'argent, ça peut se comprendre. Des montagnes non justifiées, non, parce que de toute façon, il ne pourra pas avoir 10 machines à laver. Il n'aura pas 10 télévisions. Il n'aura pas 15 voitures. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, On à ne un voit pas moment donné, l'intérêt. une société comme ça n'a pas de sens. Mais non, Ah non. mais non. Une accumulation pour certains et d'autres qui sont en train de regarder, qui sont en train de crever de faim dans la rue. Mais ça n'a aucun sens. Non, Ça ça n'a n'a aucun aucun sens. sens. Aucun. Non, non. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierrick. C'était ton mot de conclusion. Oui, bah, oui, oui, c'était très bien. Merci Philippe de Et m'avoir donné puis, la parole. jusqu'à la prochaine vidéo. Oui, 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 on en fera une autre. Donc, ouais. Ben, merci Philippe, Bon, c'était ben, très sympa. merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci, bon courage. Merci.